Romaric Gaudin est depuis 2017 journaliste économique à Mediapart. Depuis 2020, il participe à plusieurs séries sur les penseurs oubliés de la gauche. Il a publié notamment La guerre sociale en France en 2019 aux éditions La Découverte. Samedi 7 février 2026, Romaric Gaudin était invité à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution aux éditions Smolny de son ouvrage « Penser l'émancipation autrement », 8 marxistes hétérodoxes, dans lequel on retrouve 8 figures d'un marxisme qui n'a cédé ni aux sirènes de l'Union sacrée en 1914, ni à celle d'une révolution décidée par en haut. Ni héros, ni maître à penser, ils et elles sont des inspirations pour le renouvellement d'un combat émancipateur qui semble aujourd'hui en mal de fondement théorique. La rencontre était menée par Éric Sevaux, éditeur au sein du collectif Smolny. Merci beaucoup la librairie Ombre Blanche de nous accueillir de nouveau et tout particulièrement aujourd'hui pour cet ouvrage qui nous tient particulièrement à cœur au collectif d'édition Smolny qui a donc commis ce petit opuscule, Penser l'émancipation autrement de Romaric Gaudin, à qui je ne vais pas donner la parole tout de suite. Là, il va falloir se tenir quelques minutes pour vous dire d'où ça vient et pourquoi on est si enthousiaste sur cette parution. Et donc, ce qui fait qu'on est très content de la présenter, en particulier ici avec Ombre Blanche, où on a déjà présenté quelques ouvrages. Alors, pourquoi tout spécialement ce livre, Penser l'émancipation autrement ? Ça paraît très général. Le sous-titre, 8 marxistes hétérodoxes, déjà on se dit ça plombe un peu plus l'ambiance, des marxistes hétérodoxes en plus. Bon, alors ça veut dire quoi ? Ils étaient plus mauvais que les autres, on les a pas lus, ça vaut pas le coup. Et on s'est dit quand même, dès la couverture, et c'est notre diffuseur, pour être très honnête, qui a eu l'idée, nous on l'avait mis en 4e de couverture, on va dire de qui il s'agit tout de suite. On va faire un peu une sorte de catalogue et on fera un peu de ping-pong tout à l'heure pour décrire les 8 personnes en question. Mais c'était pour dire, ces 8 personnes, c'est un petit peu ou prou, le panthéon Smolny, je dirais. Alors, comme je disais hier, on n'a pas de vision très religieuse de la question politique ou économique. Mais voilà, il y a quelques personnes dont le fait de lire ou relire les textes ou de mettre en regard leurs réflexions, qui sont toutes très datées dans un sens, on ne va pas vous vendre du rêve sur la contemporanéité des personnes en question, mais c'est des personnes qui ont quelque chose à nous dire aujourd'hui sur ce qu'on a à penser aujourd'hui, et là-dessus, je crois qu'on pourra convenir qu'on est obligé de penser quelque chose de neuf aujourd'hui par rapport à l'immensité des problèmes et des contradictions et des conflits auxquels on fait face et dont on a l'impression depuis quelques courtes années que ça s'accélère dangereusement. On peut dire, voilà, sans mettre de préjugés moraux là-dessus, on peut dire dangereusement. Donc ce panthéon Smolny, il manque peut-être un ou deux noms, mais d'où ça viendrait et qu'est-ce qui ferait que par une coïncidence aussi étonnante, ça serait aussi un panthéon de Romaric Gaudin ? Parce que au départ, la structure, l'ossature de ce livre, ce sont 8 articles publié par Romaric dans la revue en ligne Mediapart, que vous connaissez sans doute bien, et vous connaissez évidemment sans doute les articles de Romaric, qui est le journaliste en charge notamment de la macroéconomie et du suivi de l'économie en France, mais aussi aux États-Unis, particulièrement depuis le second virage trumpiste. Et en plus de l'activité journalistique régulière qui fait qu'il existe, je dirais, toute une communauté qui lit avidement chaque parution de Romaric sur Mediapart, parce que c'est une des analyses, Romaric est un des analystes les plus clairs, si ce n'est le plus clair dans la presse française actuelle sur ces questions de macroéconomie et des tendances, je dirais, lourdes de l'économie mondiale.
Il se trouve que Romaric a été aussi à l'initiative de séries dites d'été, des articles qui sont un peu décalés, qui sont plus directement en prise avec l'actualité immédiate et qui étaient une occasion d'aller rechercher des autrices, des auteurs, des théoriciennes, des théoriciens, des militantes, des militants, qui justement sont plus ou moins oubliés et auraient eu quelque chose à nous dire maintenant. Je vous donne le titre exact de la série parce que pour une raison bizarre, je ne peux pas le retenir comme ça. Et je ne le lirai pas non plus si je garde mes lunettes. La série, c'était des idées oubliées pour rénover la gauche. Alors j'ai l'habitude de placer ma blagounette. On n'est pas sûr qu'on veuille vraiment rénover grand-chose. Et on n'est pas sûr exactement de ce que recouvre la gauche en soi. Mais le caractère très générique de ce titre a permis d'y mettre beaucoup de personnalités importantes, effectivement oubliées, et avec une excellente idée qui est de dire venez picorer, venez piocher, venez vous remémorer quelques-uns des combats qu'il y a pu y avoir dans le passé pour voir qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui. Et il se trouve que dans cette série, qui s'est étalée sur 3 ans, jusqu'à l'été 2025. Ça a démarré en 2020, ça a duré jusqu'en 2025, il n'y en a pas eu tous les ans. Romaric a donc commis 8 articles qui sont ceux qu'on a repris ici en les laissant à peu près tels quels, je dirais en un toilettage éditorial comme ça se fait toujours, de relire, etc. Mais on a recadré avec une bibliographie indicative et surtout des extraits de ces autrices et auteurs. Et on aurait pu se dire, ça tombe bien, il y a vraiment quelque chose à dire. Il nous parle de Panthéon Smolny, donc il doit y avoir une cohérence d'ensemble très claire, etc. Même pas, c'est pas si évident que ça. Et c'est quelque chose qu'on n'a surtout pas voulu forcer avec Romaric. C'est vraiment de se dire, on va prendre ces personnalités-là, ces individus-là, avec leurs contributions et leurs contradictions. Et pour... parce que chacun s'ancrait dans un cadre particulier, ils ont des choses en commun, mais on ne peut pas dire qu'ils font école ensemble. On ne peut pas dire qu'ils représentent un courant politique à eux, en eux-mêmes. On a dit 8 marxistes hétérodoxes parce que tous se sont peu ou prou inscrits dans un courant marxiste au début du XXe siècle. Tous ont un ancrage très fort dans la social-démocratie d'avant 1914, mais tous vont avoir comme caractéristique d'essayer d'aborder justement ce fameux virage, ce tournant, cette bifurcation historique. Nous, on a parlé de bifurcation historique avec Julien Chuzil dans une introduction à la brochure de Junius de Rosa Luxembourg. Alors, spoiler, c'est la première des 8, cette bifurcation historique a représenté 1914, qui a signé une forme d'échec colossal du mouvement ouvrier de l'époque, qui était la principale force sociale susceptible de s'opposer à la guerre mondiale et qui n'a pas réussi à le faire. Et plus que de ne pas réussir à le faire, ça a signé son intégration très largement dans les structures capitalistes, étatiques ou institutionnelles. Et la guerre, l'échec face à la guerre et la vague révolutionnaire qui surgit au sortir de la guerre, 1917 en Russie, 1918 en Autriche, en Allemagne, les mouvements des conseils en Italie en 1919-1920, en Hongrie en 1919 aussi, pose un nombre incroyable de questions au mouvement ouvrier. Alors on pourrait se dire ça va être très ouvert, ça va forcément discuter. Oui, il y a effectivement un élan formidable de discussion, etc. à ce moment-là, de débat théorique. Mais il y a aussi quelque chose qui va refermer ces débats. C'est d'abord la répression de tous ces mouvements révolutionnaires, répression physique extrêmement violente qui culminera évidemment dans les formes fascistes en Italie et hitlériennes en Allemagne, puis en Autriche, et en Hongrie aussi. Et puis aussi une autre forme auquel le mouvement ouvrier ne s'attendait pas, c'est l'ossification de la pensée autour d'une doxa marxiste-léniniste pilotée par le pouvoir soviétique.
Or, donc là, vous avez finalement deux options très simples. Soit vous rentrez dans le moule de la doxa marxiste-léniniste, soit vous rejetez en bloc toute idée d'utiliser la pensée de Marx ou de tout ce qui a été produit par 50 ou 60 ans de réflexion théorique dans le mouvement ouvrier, et vous jetez tout ça à la poubelle et vous partez dans des options réformistes ou démocratiques, usuelles, et vous rejoignez d'autres mouvements politiques. Et il y a une troisième voie. Tony Blair, si tu nous entends, c'est pas de toi qu'on parle. Il y a une troisième voie qui a été justement peut-être le point commun, en quelque sorte, de toutes ces personnes-là, qui a été de dire non, des choses sont en débat, étaient déjà en débat en 14. On a besoin de les creuser plus. Et cette expérience extraordinaire qu'il y a eu au sortir de la guerre, cette vague révolutionnaire qui est très largement oubliée. Maintenant, on en garde l'image de la révolution russe, mais il n'y a pas que ça, même si c'est un point haut de la vague révolutionnaire, pose des questions sur ce que peut faire le mouvement ouvrier, sur la dynamique propre du capitalisme. En gros, qu'est-ce qu'on a comme réelle perspective d'émancipation encore après la Première Guerre mondiale, après l'échec de la vague révolutionnaire. Donc voilà, c'est dans quel cadre général s'inscrivent ces personnes-là. Et à partir de là, il n'y a pas rigoureusement d'unité. Et c'était quelque chose qu'on ne souhaitait pas, parce que ce n'était pas, dès le départ, ton approche de ces personnes-là. Et on verra qui en sera, on fera le ping-pong plus tard. Donc je te laisse reprendre la main. Donc merci à Ombre Blanche et merci à Eric et Smolny d'avoir permis cette publication. Donc effectivement, moi j'ai écrit ces articles-là sans chercher effectivement à avoir une cohérence d'ensemble, c'est-à-dire à constituer une sorte de corpus idéologique qui permettrait d'apporter des réponses à tout. En revanche, ce qui m'a un peu guidé en fait dans le choix au fil des années de ces penseurs-là, qui s'inscrivaient encore une fois donc, dans des séries publiées par Mediapart où il y avait d'autres penseurs spécialisés sur d'autres catégories. Et donc moi, ce que j'ai écrit était en complément aussi de ce qu'il y avait par ailleurs et inversement. Moi, ce qui m'a guidé, c'était un peu ce qui est en titre du livre, c'est-à-dire penser l'émancipation autrement. Et s'il y a une cohérence et il y a un point commun en fait de tous ces penseurs-là, c'est une forme d'attachement à la liberté, mais pas au sens évidemment libertarien du terme, mais au sens de la libération, de rechercher, de se donner comme ambition la recherche de l'émancipation vis-à-vis de la domination centrale de la société actuelle, qui est la domination du capital. Et donc c'est ce qui, en quelque sorte, les motive, c'est ce qui alimente leur réflexion à des niveaux qui sont extrêmement différents. Et c'est aussi ça qui rend, à mon avis, ces auteurs intéressants, c'est que, en fait, ils apportent des éclairages différents, parfois contradictoires, parfois en discussion les uns avec les autres. On en reparlera, mais Rosa Luxembourg et Grossman, c'est deux visions des dynamiques de l'accumulation du capital qui sont en contradiction, qui sont en opposition, même si à la fin les conclusions sont assez proches. En fait, la dynamique est perçue de façon très, très différente. Mais toute cette diversité permet en fait de se construire, soit en tant qu'individu, citoyen, une réflexion autour, effectivement, à la fois de cette domination, de la façon dont cette domination du capital s'imprime dans nos vies quotidiennes et dans nos vies sociales, et puis de la façon dont, effectivement, on peut réfléchir à la fois les dynamiques de cette domination et la façon dont on peut s'en libérer. Donc c'est aussi, sans avoir une cohérence pure, c'est-à-dire sans avoir effectivement une école de pensée qui serait représentée par ces huit penseurs, on a des figures en fait qui vont dans ce sens-là, à la fois de la compréhension
de la dynamique de la domination et de la recherche des moyens de la contester. Et pardon, et donc on va peut-être effectivement faire un petit tour d'horizon de ces 8 penseurs, mais avant peut-être juste un petit mot pour dire que en fait cette absence de cohérence, elle me semble importante parce qu'elle a pour vocation aussi de faire en sorte que ces gens, enfin le point de départ moi de mes articles, c'était d'aller chercher des penseurs qui étaient un peu poussiéreux en fait, pour tout vous dire, hein, qui étaient plutôt connus dans les années 60-70, les grands mouvements gauchistes des années 60-70, et puis qui avaient un peu disparu des rayons. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a Rosa Luxembourg qui a jamais vraiment complètement disparu, mais encore une fois, là, l'idée, c'était de prendre Rosa Luxembourg non pas comme le mythe qu'on connaît, comme la figure de la figure révolutionnaire. Hein. Finalement, ça, c'est plutôt porté dans le livre par Sylvia Pankhurst, mais de prendre Rosa Luxembourg vraiment comme une penseuse de l'émancipation. Et donc, l'idée, c'était un peu d'aller chercher ces gens un peu poussiéreux, oubliés, etc., et puis d'essayer de leur donner quand même, de présenter leurs pensées. Donc en fait, les 8 textes se construisent un peu de la même façon. Hein. Il y a une partie biographique, il y a une partie de présentation des grandes lignes de la pensée, très succincte, mais voilà, que j'essaye de faire, des grandes lignes de la pensée de la personne. Et puis, il y a une dernière partie où j'essaye de montrer en quoi ça fait résonance aux problématiques de notre époque. Et ça a pour vocation, en fait, un peu d'alimenter précisément le débat politique, le débat intellectuel autour de ces questions de domination et d'émancipation. Et donc, ce qui m'a semblé intéressant dans la démarche du collectif d'édition Smolny, hein, c'est de reprendre ces textes qui avaient cette vocation un peu pédagogique ou du moins de redécouverte ou de découverte de ces penseurs, et puis de les amender, de les compléter par à la fois une bibliographie à jour. Donc c'est intéressant parce que si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous trouvez qu'il y a moyen d'aller plus loin, et il y a forcément moyen d'aller plus loin parce que c'est vraiment, j'insiste, ces articles sont des articles d'introduction, ce ne sont pas des articles, ce ne sont pas des thèses sur chacun des penseurs évidemment, mais si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez en fait les références qui vous permettent d'aller plus loin. Et puis, à côté de ça, des textes dont certains sont inédits en français. Hein. Eric a traduit, et d'autres ont traduit des textes qui n'étaient pas disponibles directement en français aujourd'hui, et qui permettent aussi donc d'avoir un premier contact direct, ce que moi je ne peux pas faire dans un article de journal en ligne, hein, de citer, je ne peux pas citer 4 pages de l'auteur parce que voilà, c'est intenable dans le cadre d'un article. Et là, en fait, on a ces textes en complément et ça permet d'avoir un premier pied, un premier pas dans la pensée et l'écriture de ces penseurs. Et voilà. Et donc, si vraiment vous pensez qu'il y a moyen d'aller plus loin et que c'est intéressant de creuser un peu plus, vous avez la bibliographie derrière. Et puis aussi un très bel index à la fin qui vous permet de faire les points. Parce que un des éléments intéressants, c'est qu'il n'y a pas de cohérence d'ensemble, mais que ce sont quand même des auteurs qui ont des points de jonction les uns avec les autres. Et ce sont des auteurs qui se complémentent les uns et les autres, y compris dans leurs contradictions, dans leurs débats. Et donc c'est aussi intéressant de les faire parler les uns contre les autres, les uns avec les autres, pour pouvoir évidemment avoir un peu plus d'éléments là-dedans. Mais bon, là on est un peu dans l'abstrait, donc on va rentrer dans le concret et vous présenter chacun de ces 8 auteurs. Donc peut-être on va commencer par Rosa Luxembourg d'abord parce que c'est la plus connue des 8, et ensuite parce que Smolny, vous la connaissez particulièrement bien, je crois. Quelle transition, c'est formidable. Oui, alors effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, personnalité un peu poussiéreuse, un peu oubliée, mais comme l'a dit Romaric, il y a une petite exception, et quand même pas des moindres, c'est Rosa Luxembourg, qui n'a jamais été
effectivement complètement oublié, mais qui n'a pas été non plus si lu que ça, puisque fondamentalement, c'est toujours un peu les mêmes textes qui étaient repris d'édition en édition, ou des extraits, ou des parties, une fraction de sa correspondance, notamment. Alors, pour de très bonnes raisons, parce que c'est une magnifique correspondance, hein, mais qui était en fait une façon de ramener Rosa Luxembourg à son individualité sensible, je dirais, alors qu'elle-même se voyait comme une militante, combattante et notamment théoricienne. Son grand œuvre, c'est l'accumulation du capital. Elle, quand on lui demandait ce qu'elle était, comment elle se voyait, elle s'est toujours vue comme économiste, fondamentalement. Ce qui n'est pas du tout la façon dont vous tombez très régulièrement maintenant sur des raccourcis. Rosa Luxembourg, socialiste ou des socialistes démocrates, féministes. Il peut y avoir plein d'appellations contemporaines, mais qui ne sont pas du tout les siennes, en fait. Elle était militante communiste et son activité propre, elle la voyait comme économiste et journaliste économiste. On pourrait dire, c'est la Romaric de l'époque. Mais il n'a pas produit encore exactement la même chose, mais pas pris dans le même contexte historique. Alors, justement, pour dire on s'est posé la question dans quel ordre on allait présenter ces 8 personnes. On a fini par se dire, finalement, l'ordre chronologique de naissance est très bien. Parce que, justement, il permet aussi de voir quelques-uns des points de jonction dont parlait Romaric. Donc, la plus âgée, entre guillemets, c'est Rosa Luxembourg, qui est née en 1871. Et le Benjamin de la bande, c'est Paul Matic, qui est né en 1904. Bon, c'est pas les pères drôles de l'année quand même, non plus, 1904. Mais on va cadrer les deux extrêmes, comme ça. Rosa Luxembourg née en 1871, et elle est morte assassinée, comme vous savez, pendant la Révolution allemande le 15 janvier 1919. Paul Matic, lui, est mort en 1981. Donc il y a quand même un spectre chronologique finalement assez long, malgré au départ les 33 ans seulement d'écart. Donc Rosa Luxembourg, et ça va être le cas de toutes les personnes dont on va parler après, ne peut pas concevoir à l'époque, à la fin du 19e ou le début du 20e siècle, une activité politique cohérente en dehors d'une structure organisée qui est, alors, au premier chef, un parti social-démocrate, soit en Pologne, elle fait partie, et elle est cofondatrice d'ailleurs du second prolétariat et de la social-démocratie du Royaume de Pologne et de Lituanie. Ensuite, elle est aussi militante du Parti social-démocrate d'Allemagne, qui est la grande force politique, on va dire, de gauche, pour reprendre l'appellation générique du début, mais donc socialiste. Mais pour elle, comme elle le dit, sa vraie, entre guillemets, patrie, c'est l'Internationale ouvrière. Toutes les personnes dont on va parler là sont membres d'une unité nationale, certes, d'une unité territoriale. Il disait d'ailleurs territoriale. Un abus de langage qu'on fait en permanence et que nous, on corrige dans les livres en permanence, à Smolny, c'est que SPD ou KPD, qui sont les abréviations de Sozialdemokratische Partei Deutschlands, par exemple, c'est toujours en général traduit par Parti social-démocrate allemand ou ensuite Parti communiste allemand. C'est pas vrai. Leur nom à eux, c'est Parti social-démocrate d'Allemagne. Ils ne se voient pas comme allemands, etc. Ils sont la fraction du prolétariat en Allemagne. Ils ne se pensent pas, a priori, malheureusement ça va quand même être le cas, mais dans un cadre national. Et Rosa Luxembourg, et je le dis pour elle parce que c'est particulièrement prégnant, mais ça va être vrai de beaucoup des personnes qui suivent, et donc on n'a pas besoin de se répéter là-dessus, se voient aussi comme des internationalistes fondamentalement, c'est-à-dire que dans tous les problèmes, ils l'abordent du point de vue de la classe ouvrière internationale. La question de l'affrontement, admettons, qui vient entre tel et tel pays, n'est pas vue du point de vue de l'intérêt national ou de la justification ou des raisons du conflit pour tel ou tel parti en cause. Il est de comment le prolétariat va se situer, comment le prolétariat peut éventuellement s'y opposer, etc. Ou comment le prolétariat devra y réagir si ça arrive. C'est le cas pour la Première Guerre mondiale, etc. Donc Rosa Luxembourg, elle, elle s'inscrit dans la social-démocratie polonaise.
de Pologne, pardon, et d'Allemagne ensuite. Et très tôt, elle participe aux grands débats internationaux de l'époque, en particulier contre la première expression, je dirais, théorique et un peu structurée du réformisme dans les débats qu'il y a alors en Allemagne, mais pas seulement, autour d'Edouard Bernstein, etc. Mais ça, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, peut-être. Mais sa grande contribution, et qui est un des angles par lesquels Romaric, sur lesquels Romaric fait le focus, c'est son maître ouvrage sur l'accumulation du capital, qu'elle sous-titre comme une contribution à une compréhension de l'impérialisme, qui est vraiment d'essayer de comprendre c'est quoi cette dynamique qui fait que, alors que le commerce mondial explose, que les relations interpays, internationales, de collaboration technique, politique, économique, scientifique se répandent, c'est ce que tu rappelais hier, c'est ce qu'on a appelé la première mondialisation. Pourtant, il y a une course aux armements. Pourtant, il y a des tensions guerrières de plus en plus fortes au travers de crises à répétition qui culmineront avec la guerre des Balkans et évidemment avec la Première Guerre mondiale. Donc son ouvrage sort en 1913, elle répond aux critiques, tout le monde lui tombe sur le rable quand elle sort son bouquin en 1913, parce qu'en plus elle dit que Marx a sûrement fait une erreur dans ses schémas mathématiques du livre 2. Alors là, bon, c'est pour se prendre un coup de baguette sur les doigts, c'est quand même... Ça permet de gagner du temps. Et donc elle répond, la critique des critiques sortira de façon posthume, elle répond quand elle est en prison et dans ses courts sorties, parce qu'elle passe l'essentiel de la guerre en prison pour en fait un procès où une fois qu'ils l'ont mise en prison, ils la laissent plus sortir. Et elle sort au moment de la Révolution en Allemagne en début novembre 1918. Et elle participe immédiatement à l'activité de la fraction politique dans laquelle elle milite, la Ligue Spartacus, qui est une des deux grands courants qui fondera le premier parti communiste d'Allemagne et qui participera à la révolution du mouvement des conseils en Allemagne en janvier, qui aura aussi des échos sporadiques dans plein de grandes villes allemandes. Et toutes ces villes allemandes, l'armée, les corps francs vont réprimer ces insurrections. Et en particulier, c'est la première fois qu'on assiste, c'est un tournant pour le XXe siècle, parce que, et pour même dans l'histoire politique moderne, parce que c'est la première fois où dans la répression, les autorités, y compris le Parti social-démocrate d'Allemagne, dont une fraction est au pouvoir à ce moment-là, assument d'assassiner froidement et sans procès les opposants politiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu sous cette forme-là. Donc ça, c'était le premier. Je te passe la balle de ping-pong pour le suivant. Anton Pannekoek. Oui, merci. Donc Pannekoek, c'est un personnage assez intéressant parce qu'il a une double carrière. Sa première carrière, on va tout de suite l'évacuer, mais qui est une carrière importante parce que c'est vraiment... il a construit toute sa carrière professionnelle là-dessus. C'est un astronome, en fait. Pas réellement un astrophysicien, mais c'est un astronome qui a apporté certaines contributions à l'astronomie de son temps. Et il y a d'ailleurs, c'est mon accroche du livre, il y a une mer de la Lune qui porte son nom, un cratère, pardon, pas une mer, mais un cratère de la Lune qui porte son nom sur la face cachée, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui a, il a été docteur en astronomie d'université aux États-Unis. Bref, voilà, il a une vraie carrière d'astronome. Et puis, en parallèle de ça, c'est un théoricien d'abord de la social-démocratie néerlandaise, puisqu'il est néerlandais, puis allemande, parce qu'il va venir en Allemagne, il va participer au débat justement de la social-démocratie allemande. Et après la Première Guerre mondiale, eh ben, ça va être véritablement le théoricien et le penseur du mouvement des conseils ouvriers qui ont construit toute cette période 1917-1921 dans lequel il va y avoir une vague révolutionnaire en Europe. Et Pannekoek va avoir ce débat très fort avec d'autres, et notamment une autre
des figures qui sont dans ce livre, hein, qui est Sylvia Pankhurst, la Britannique dont on va parler juste après, mais il va s'opposer à Lénine sur la suite des événements, une fois que effectivement on a un parti social-démocrate, puisque c'est son nom officiel, prend le pouvoir en Russie à l'issue d'un coup d'État ou d'une révolution, comme on voudra. Et bien à l'issue de ça, qu'est-ce qu'on fait et comment en fait on organise la révolution internationale? Et évidemment, pour PANKOUK, on l'organise d'abord à partir du mouvement des conseils, c'est-à-dire de l'auto-organisation des travailleurs eux-mêmes dans leur sur leur lieu de travail, dans leur ville. Et évidemment, ça va venir évidemment en contradiction avec la Troisième Internationale qui se forme à partir de 1918 et qui se structure à partir de 1920 comme une internationale qui, en fait, va se structurer autour de la pensée marxiste-léniniste et autour en fait de la centralité de Moscou comme zone de diffusion de la révolution. Et donc il y a un grand débat dont vous connaissez peut-être un des éléments, hein, c'est le fameux pamphlet de Lénine préparé pour le troisième congrès de l'Internationale en 1920, qui s'appelle « Le gauchisme, maladie infantile du communisme ». Et les gauchistes qui sont les malades infantiles du communisme, le principal malade infantile, c'est notre vieux PANKOUK, qui pourtant était tout sauf un petit enfant, et tout sauf un imbécile, et qui va effectivement être visé directement, avec Pankhurst d'ailleurs, et avec Herman Gorter, qui est un autre penseur néerlandais, un autre fondateur du Parti communiste néerlandais, et qui va donc être visé par ce pamphlet, qui évidemment va immédiatement exclure PANKOUK du mouvement ouvrier international de cette époque-là. Et ensuite, il va être un peu isolé, PANKOUK, mais il va développer une pensée toujours autour de cette centralité de l'auto-organisation. Et il va aussi, alors bon, pas rentrer dans le détail, mais PANKOUK a une vision du marxisme très particulier, hein. Il en fait une forme de syncrétisme avec une autre pensée d'un penseur allemand du 19e siècle. Et ça lui permet aussi d'avoir une vision qui est une vision, et on retrouvera ça chez d'autres, qui est une vision relativisme du marxiste en quelque sorte. C'est-à-dire que pour lui, le marxisme, c'est un outil. C'est une pensée qui doit aussi être utilisée, une théorie qui doit être aussi utilisée en fonction de ce que l'on vit, des éléments de la réalité matérielle qui est la nôtre. Et donc c'est une pensée qui doit être adaptée, réutilisée, réfléchie, retravaillée en permanence. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver évidemment très fortement chez un autre penseur qui est Karl Korsch, qui est aussi dans ce livre. Et donc pendant les dernières années, donc les 20 ou 30 dernières années de sa vie, PANKOUK, qui est plutôt quelqu'un d'isolé, qui évite d'aller de se mêler au mouvement ouvrier, au parti, même au parti conseilliste, qui est devenu assez d'ailleurs critique vis-à-vis du conseillisme pensé comme fétichisme, c'est-à-dire il suffirait d'avoir des conseils et puis les choses se régleraient. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que il faut les construire, ces conseils. Il faut construire les conditions pour qu'il puisse y avoir évidemment des conseils ouvriers. Et donc ça, il va alimenter la réflexion autour de toutes ces idées-là jusqu'à la fin de sa vie, donc en 1960, avec notamment dans les années 50 des discussions extrêmement intéressantes avec Maximilien Rubel et Cornelius Castoriadis, où il y aura des échanges assez soutenus. Voilà, et donc c'est le deuxième donc, de nos penseurs. Le troisième, c'est Otto Rühle. Romaric Gaudin, auteur de Penser l'émancipation autrement, 8 marxistes hétérodoxes, chez Smolny, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 7 février 2026. Otto Rühle. Alors là, c'est vraiment pas le plus connu de la bande, hein. Pourtant, c'est quelqu'un de très intéressant, comme toutes les personnalités qui sont là, mais on va essayer d'aller très vite. Pareil, c'est quelqu'un qui est
totalement dans le moule de la social-démocratie d'Allemagne, qui est enseignant, qui écrit sur des questions pédagogiques, sur le socialisme, l'éducation socialiste à venir, etc. Et qui est député, lui. Alors, c'est pas souvent le cas des personnes qui sont évoquées là, mais Otto Rühle est député au Reichstag, donc l'Assemblée nationale de l'Empire allemand, puisque l'Allemagne est un empire avant 1914 et jusqu'en 1918, jusqu'en octobre 1918, novembre 1918 même. Et alors, il est député, il n'est pas seul, parce qu'en fait, juste un petit point historique qu'on oublie, mais c'est qu'en 1912, aux élections générales en Allemagne, le SPD devient le premier parti. Alors, il n'a pas la majorité à lui tout seul, mais c'est le plus gros groupe parlementaire. Il y a 112 députés au Reichstag qui sont nommés. Et évidemment, la fraction parlementaire social-démocrate est face à une question très importante au moment du déclenchement de la guerre, en août 14, c'est qu'ils ont toujours dit que la guerre, ça serait sans eux, qu'il n'était pas question de défendre l'État impérial sous prétexte qu'il y aurait un conflit, de se défendre, etc. Puisque, bon, vous le savez, le jeu, la dynamique mortifère qui déclenche la Première Guerre mondiale, tout le monde justifie la guerre en disant que c'est les autres qui nous attaquent. Hein, forcément, on est tous en train de se défendre. Pierre Desproges avait résumé ça dans une sentence définitive, à mon sens, qui est l'ennemi est vraiment très bête, il ne sait même pas que c'est lui l'ennemi. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que la France dit mais c'est l'Empire allemand rétrograde qui nous attaque, et l'Allemagne dit mais c'est la France alliée à l'Empire encore plus rétrograde de Russie qui nous attaque, donc il faut se défendre. Or, toutes les groupes socialistes qui composent l'international avaient dit avant 14, au travers de résolutions des congrès internationaux, quand la guerre surgira, car elle surgira, nous nous y opposerons, nous n'y participerons pas, nous appellerons à la grève générale, etc. C'est évidemment pas ce que vont faire les partis sociaux-démocrates. Et les gouvernements, en général, s'assureront qu'ils ne le feront pas par des sondages, entre guillemets, c'est-à-dire ils iront voir directement quelques-uns des plus importants représentants de la majorité des partis socialistes, en France comme en Allemagne, pour s'assurer qu'ils pourront compter sur leur soutien. Néanmoins, en Allemagne, il y a quand même une véritable opposition. Et sur le groupe social-démocrate de 112 députés, il y en a 14 qui ne veulent pas voter les crédits de guerre au mois d'août. Malheureusement, parce que ça peut-être changer le cours historique sur bien des choses, par discipline de parti, ils vont se soumettre à la majorité et le groupe socialiste allemand en bloc va voter les crédits de guerre le 4 août 1914. Rosa Luxembourg, quand elle apprend ça, elle pense à se suicider. Ils sont plusieurs dans ça. C'est un drame total, quoi. Il va se passer un coup de tonnerre en Europe, c'est que le 2 décembre 1914, au moment de voter le renouvellement des crédits de guerre au Reichstag, alors que ça y est, la guerre tout le monde est à fond. Il faut imaginer l'hystérie de l'époque sur le nationalisme. Un député va rompre la discipline de groupe. Il s'appelle Karl Liebknecht. C'est le fils du fondateur d'un des deux fondateurs du SPD, Wilhelm Liebknecht. Et Karl Liebknecht va rompre la discipline. Et au troisième renouvellement des crédits de guerre, en mars, un deuxième député va se joindre à Karl Liebknecht, c'est Otto Rühle. Donc il fait vraiment partie des premiers que la guerre va totalement radicaliser, je dirais, vers la gauche de son parti. Donc après, sa trajectoire ne déviera plus de ce sens-là. C'est à la fois d'être sur des positions internationalistes très radicales, très intransigeantes, et d'avoir de plus en plus une méfiance sur la forme parti. Parce que finalement, le parti ne les a pas prémunis de la faillite en 14. Le parti ne va pas les prémunir de l'effondrement, de la répression qu'il y a en Allemagne en 18-19. Et surtout, il va avoir l'expérience russe
où le parti va être celui qui va liquider les conseils ouvriers. Les conseils ouvriers, peut-être qu'on ne l'a pas précisé, mais qu'est-ce qu'on appelle comme ça? C'est un terme très générique, là aussi. C'est pour dire les assemblées unitaires, c'est-à-dire là où la classe ouvrière se réunit sur les lieux de travail avec des systèmes de délégation ou pas, mais ce sont des organes unitaires de la classe. Et ne rentrent dans les conseils ouvriers que les ouvriers ou des délégués ouvriers ou ouvrières qui se regroupent comme ça, en général sur une base territoriale. Donc Rühle va être membre du Parti communiste d'Allemagne, il va en être exclu, il va être un des cofondateurs du KPD, alors attention, ça se complique, c'est le Parti ouvrier communiste d'Allemagne, il y a juste une lettre en plus, dont il sera aussi exclu d'ailleurs, et il va militer dans les structures syndicales unitaires, dans les entreprises allemandes qui se développent au début des années 20. Et donc, il va garder toujours cette vision critique et assez, entre guillemets, prophétique sur la forme parti, de critique du bolchevisme et de critique de quelque chose qui va être quelque chose qui se développe énormément à partir de ce moment-là, mais que pas toutes les personnes vont analyser de la même façon, et surtout pas les 8 qui sont là, qui est le capitalisme d'État, comme étant la forme dominante que prend maintenant dans tous les pays la domination du capital. Et j'essaye de faire de plus en plus court. Ouais. Et si tu fais l'histoire parlementaire de l'Allemagne, non. On va pas y arriver. Alors, attends. Le suivant, c'est un copain à toi. C'est Heinrich Grossmann. Ah, alors Grossmann. Donc Grossmann, c'est peut-être un des plus bizarres en fait dans la liste, hein, parce que pour le coup, lui, il n'a pas directement participé à la période de ces révolutions des conseils où les autres ont eu quelque chose à voir. Lui, c'est pas trop le cas. Alors Grossmann, c'est un universitaire en fait, très tôt militant socialiste, militant marxiste, dans une région de la Pologne qui, enfin, à l'époque, faisait partie historiquement de la Pologne, qui aujourd'hui est en Ukraine, et qui était partie à l'époque de l'Empire austro-hongrois, donc qui est la Galicie, hein, la région de Lviv en fait aujourd'hui, qui était une région où la population était très largement, peut-être pas majoritairement, mais en tout cas il y avait une très forte population juive dont faisait partie Henrik Grossmann, et lui il a fondé en fait un des partis sociodémocrates de cette minorité, quasi majorité dans certains endroits juifs de cette région. Donc il a été dans les discussions de cette époque-là, où d'ailleurs il n'est pas totalement étranger aux discussions que mène Rosa Luxembourg, qui elle est dans la partie russe de la Pologne, mais voilà, il y a sur savoir notamment est-ce qu'on doit avoir un parti social-démocrate polonais, est-ce qu'on doit avoir un parti social-démocrate juif, est-ce qu'il faut avoir un parti social-démocrate juif de la partie austro-hongroise. Bon bref, je vous passe les détails, mais voilà, ce sont les grandes questions de cette époque-là où Grossmann est assez actif. Et puis lui, en parallèle, il mène une carrière d'économiste statisticien qui l'amène à la fin de la guerre à Vienne. Puis il est expulsé de Vienne puisque la Pologne devient indépendante, il devient étranger, et donc il est expulsé de Vienne, il part à Varsovie, où il est au service statistique de Varsovie. Évidemment, la Pologne devient progressivement une dictature. Lui, en tant que membre du Parti communiste polonais, est menacé, arrêté. Il se sauve, il va en Allemagne, où il est un des fondateurs de l'Institut des sciences humaines, des sciences de l'homme, je ne sais plus exactement la dénomination, qui est à Francfort, l'ancêtre de l'école de Francfort. Et en parallèle, donc, il mène une carrière de théoricien. Et sa grande idée, c'est de reprendre la question ouverte par Rosa Luxembourg en 1913, celle qu'a décrit Eric, de la dynamique de l'accumulation du capital.
comment se déploie en fait cette accumulation du capital dans le temps. Est-ce qu'elle est infinie, toujours en croissance? Est-ce qu'à un moment elle connaît des crises? Est-ce que ces crises sont temporaires? Est-ce qu'elles sont définitives? Est-ce qu'il y a cette fameuse idée développée dans le livre 3 du Capital de la baisse tendancielle du taux de profit? Bref, dans un ouvrage de 1929, Grossman, qui est son grande œuvre théorique, Grossman reprend cette question-là de façon très systématique. Alors, c'est pas un livre facile à lire, mais c'est un livre qui est extrêmement intéressant parce qu'il va reprendre cette question-là et en mêlant statistiques et dynamique mathématique, il montre en fait qu'il y a effectivement une dynamique du capitalisme qui l'amène vers une forme d'effondrement. Alors ça ne veut pas dire que Grossman est un penseur de l'effondrement naturel du capitalisme sur lui-même, où il suffirait en fait de s'asseoir et de regarder le capitalisme s'effondrer, puis on prendrait les ruines et puis on partirait pour faire autre chose. C'est pas du tout la position de Grossman, bien au contraire. C'est de dire en fait que dans la dynamique d'accumulation, il y a un moment où cette accumulation devient de plus en plus difficile et où, en fait, pour continuer à réaliser cette accumulation, eh bien, le capital a besoin, en fait, d'accroître l'exploitation des travailleurs à des niveaux de plus en plus élevés. Et ça, c'est véritablement la dynamique de l'accumulation qu'il met en œuvre. Et donc, son idée, c'est de dire, il n'y a jamais de situation désespérée pour le capitalisme. Donc en fait, il n'y a pas de détermination à l'effondrement du capitalisme, mais justement, il y a des modes de sous-régime. En fait, dans le temps, plus le capitalisme arrive, plus en fait il est dans une forme de sous-régime où, pour survivre, il doit développer l'exploitation du travail, dit Grossman. Mais moi, j'ajoute et de la nature. Ce n'est pas un élément qui est dans la pensée de Grossman, mais c'est un élément qui est dans la pensée, par exemple, d'un Paul Matic, dont on parlera tout à l'heure, ou d'un Pankouk, dont on a parlé, qui ont déjà pointé cette question de l'exploitation de la nature par le capital. Et ça, effectivement, ça provoque une forme de régime, de destruction, en fait, du capital pour pouvoir continuer à survivre. Et donc, cette pensée de Grossman, elle est pour ça extrêmement intéressante. Il va la développer dans les années 30. Moi, à titre personnel, je pense qu'elle est extrêmement actuelle. En tout cas, elle pose des problèmes qui sont des problèmes actuels, notamment au regard de la dynamique du capitalisme contemporain. Voilà, donc Grossman, il va errer en tant que juif polonais de langue allemande. Il va se retrouver aux États-Unis où il va être dans un petit groupe qui regroupera beaucoup de nos auteurs, là, Paul Matic, Karl Korsch, voilà, qui vont se retrouver entre le Connecticut et New York dans des petits groupes, voilà, un peu isolés. Et puis, à la fin de sa vie, il restera, c'est un des mystères, mais c'est aussi, je vous disais, on n'est pas sur des gens qui sont des gens réels, voilà, ce sont des gens qui ont des contradictions, voilà. Au début des années 50, juste avant sa mort, il va retourner en Allemagne, mais en RDA, où il sera accueilli plutôt froidement, mais enfin, il aura un poste à l'université de Leipzig qui d'ailleurs, où il fera pas grand-chose parce qu'il est très malade et qu'il va mourir. Voilà, mais il y a aussi cette idée que même si sa pensée a été totalement combattue par le stalinisme et la doxa officielle de l'Union soviétique, Grossman, il continuait à penser que c'était là-dedans qu'il fallait mener la lutte et continuer à lutter. C'est une des contradictions qu'on retrouvera avec un autre, qui est notamment Lukács tout à l'heure. On va peut-être essayer de faire plus vite sur les 4 suivants, parce que il faudrait qu'on puisse aussi voir dans quelle mesure justement ça pointe des choses pour aujourd'hui. On aurait pu le faire d'ailleurs avec les précédents. En fait, ce que je vais te proposer, pardon, on est entre nous, on va pas. Ce que je vais te proposer, c'est que je vais le faire tout de suite, ça. Ouais, et puis ensuite, et on verra si on parce peut que j'ai l'impression reparler qu'on a des plombé 4 l'ambiance avec nos biographies là. Ouais. Donc, on va essayer de redonner un peu de peps au truc. Alors, donc l'intérêt de ce livre quand même, c'est que ces gens-là, ils ont quelque chose à dire sur notre époque. Alors, ils ont à des niveaux complètement différents.
un des éléments intéressants, c'est effectivement la crise du capitalisme en tant que tel. C'est-à-dire, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a une baisse de régime globale du capitalisme, et que lorsque cette baisse de régime est compensée par des contre-tendances, ces contre-tendances impliquent à la fois des moments de répression ou de durcissement autoritaire, typiquement ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi ce qui se passe dans certains autres pays, ou alors des moments d'exploitation accrue du travail. Voilà, c'est les 40 dernières années, et c'est pas fini, de destruction de ce qui avait été construit en 1945, de tentatives d'État social. Bon. Et bien ça, en fait, moi, je trouve que la discussion qu'il y a aujourd'hui... Alors, à cela s'ajoute un autre élément que l'on est en train de redécouvrir depuis quelques mois, qui est que, vous avez entendu, on nous parle beaucoup de guerre, on nous parle beaucoup de défense, on nous parle beaucoup de besoin de réarmement, on nous parle beaucoup de course aux armements, de choses, voilà, un traité de prolifération nucléaire qui est arrivé à échéance. Bon... On voit bien que la Chine qui se lance dans une course aux armements, les États-Unis dont la croissance est constituée à très haut degré par des achats de matériel de défense, l'Allemagne qui aujourd'hui, la relance de l'industrie allemande se fait exclusivement par les dépenses militaires. Donc on a aussi, en complément de cette crise du capitalisme, une fuite en avant militaro-industrielle. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le débat entre Rosa Luxemburg et Grossman, un débat qui se fait évidemment à distance, puisque Rosa Luxemburg a été assassinée, en fait, on a aussi ces éléments-là. La pensée de Rosa Luxemburg, c'est une pensée de l'impérialisme, c'est une pensée où la dynamique du capitalisme dit que pour augmenter toujours l'accumulation, pour augmenter le taux de profit, il faut un extérieur, il faut un extérieur non capitaliste, et il faut qu'on s'empare de cet extérieur par l'impérialisme, et que évidemment le combat des impérialismes débouche inévitablement sur le combat des métropoles impérialistes qui déclenchera la Première Guerre mondiale. Et puis de l'autre côté, Grossman lui explique comment ce que je viens de dire, ce régime ce sous-régime capitaliste en quelque sorte augmente la pression sur la classe des travailleurs. Donc là, on a quelque chose, on a un exemple de cette pensée-là qui est complémentée, qui peut être complétée même par d'autres penseurs parmi ces 8-là. Alors Mathick va être un grand défenseur de la pensée de Grossman. Il va essayer de développer ça dans sa réflexion dans les années 60-70 sur le développement du capitalisme, ce qu'on appelle le capitalisme fordien, keynésio-fordien, donc un capitalisme où l'État prend un rôle très, très important. Ça rejoint en fait la vision que Ruhle développe aussi autour de plusieurs formes de capitalisme d'État. Donc pour lui, il y a la forme soviétique, où l'État en fait prend le rôle du capital en fait directement via une classe de substitution qui est la bureaucratie. On a un deuxième forme de capitalisme d'État qui est le capitalisme fordiste, où en fait l'État prend en charge les besoins du capital, mais est un acteur en fait du capitalisme local. Et puis on a une troisième forme qui est définie par Ruhle et qui me semble très actuelle aujourd'hui, où il y a une forme d'hybridation entre l'État et le capital, où en gros le capital prend le contrôle de l'État directement et l'État devient un agent pur du capital en quelque sorte. Et ça aussi c'est un élément qui fait écho à ce qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que le capitalisme qui se développe prend des aspects très libéral, néolibéral, libertarien, mais en réalité est soutenu à bout de bras par l'État, par des subventions directes, indirectes, par le fait que, en fait, on a des partenariats publics-privés qui viennent en fait soutenir les taux de profit, parce qu'on a aussi une structure de l'État qui maintenant est
adapté aux besoins du taux de profit capitaliste. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien analysé par Rühle et qui est aussi développé par Mathick dans ses travaux des années 50-60. Oui. Ça, c'est le premier élément qui est l'élément de la crise du capitalisme. Ensuite, on a un deuxième élément qui est très actuel, qui est la crise écologique. Alors, évidemment, ces penseurs, ils ont 1871, 1904, le dernier meurt en 1981. C'est pas central pour eux, la crise écologique. Mais il se trouve que dedans, on a Pankow qui, dès la première décennie du XXe siècle, pointe la question de la compatibilité entre la nature et le capitalisme, avec un texte qui est directement dedans, dans ce livre qui a été traduit par les équipes de Smolny. Et puis, on va avoir aussi Mathick, qui, dans les années 70, va développer aussi toute une pensée autour de la question de l'écologie, notamment contre une école de pensée qui se développe à l'époque dans les pays de l'Est, et notamment RDA, et qui essaye de trouver une voie moyenne entre le productivisme de ces pays de l'Est et le besoin de croissance de ces pays, tout en respectant en quelque sorte un peu les équilibres naturels. Et Mathick, lui, va en contradiction avec ça en disant mais en fait si vous continuez à avoir au centre de votre société la domination du capital, de toute façon la nature n'est qu'un instrument de cette accumulation et donc vous ne pourrez pas avoir de politique écologique, ce que ces penseurs est-allemands, mais certains penseurs déjà évidemment en Occident également essayaient de développer. Donc ça fait partie aussi de ces discussions là. Et puis le troisième grand moment qui est grand débat actuel qui est aussi dans ce livre, c'est tout le débat autour de l'organisation. Comment on répond à la crise du capitalisme, comment on répond à la domination du capitalisme, comment on organise une réponse, comment on structure en quelque sorte la lutte de classe, quoi. Et là, effectivement, on a des cas très concrets, donc notamment Sylvia Pankhurst, donc on n'a pas parlé, mais qui est une Britannique, une suffragette avant la Première Guerre mondiale, d'une famille de suffragettes, mais qui va très vite en fait comprendre que le combat féministe doit s'intégrer dans un combat contre la domination centrale de la société qu'est le capitalisme, et elle va aller dans les quartiers pauvres de Londres, dans l'East End, et elle va tenter d'organiser des réponses d'abord à la guerre, ensuite à la crise qui va suivre la guerre. Elle va avoir un journal qui s'appelle le Workers' Dreadnought, qui est un journal formidable où il y a des débats très forts pour l'époque, notamment ce qu'on a évoqué, le débat autour de la centralité de Moscou dans la Troisième Internationale, etc. D'ailleurs, Pankhurst est une des gauchistes, je l'ai dit, visée par Lénine dans son pamphlet. Et puis, en fait, tout ça se termine en fait en 1926. Il y a une grande grève générale au Royaume-Uni qui échoue en fait, et puis Sylvia Pankhurst, elle va un petit peu lâcher ça et elle va se reprendre le combat, notamment pour défendre à partir de 1936 les Éthiopiens qui sont à l'époque attaqués par l'Italie fasciste, conquis par l'Italie fasciste dans une optique de place au soleil, donc de conquête impérialiste et colonialiste, et elle va défendre ce peuple éthiopien de façon assez frappante, parce que elle reprend un peu ce qui est en elle, c'est-à-dire la défense de ceux qui sont oubliés dans la société. Avant la guerre de 14, les femmes, les ouvriers pendant la guerre, et puis là, les peuples de ces pays qui, en fait, n'ont aucun écho. Enfin, la lutte du peuple éthiopien n'a absolument aucun écho en Occident, notamment parce que, et encore une fois, il ne s'agit pas de faire un concours entre la lutte de l'Espagne à l'époque, qui est en guerre civile, et celle de l'Éthiopie, mais c'est vrai que
voilà, l'Éthiopie à côté de l'Espagne, ça fonctionne pas. Enfin voilà, ça a pas d'impact dans l'opinion. Et elle va essayer d'aller chercher cette solidarité avec le peuple éthiopien, y compris parce que ce peuple éthiopien est un peuple noir et qu'elle considère que les peuples d'Occident doivent aussi apprendre la solidarité avec ces peuples noirs qui leur paraissent un peu exotiques et finalement anecdotiques. C'est un peu comme ça que c'est présenté à l'époque. Et donc elle va se battre pour la défense du peuple éthiopien. Et d'ailleurs, elle est enterrée à Addis Abeba aujourd'hui. Voilà. Alors avec toutes les ambiguïtés que c'est, parce qu'à l'époque, l'Éthiopie c'est un empire également, avec un empereur qui est très ambigu, modernisateur, mais aussi pas très recommandable sur certains points. Mais enfin, voilà, il y a cet élément qui est central. Alors ça, c'était pardon, du coup, j'ai fait la notice biographique que je ne voulais pas faire, mais ça n'est pas grave, je reviens. Donc il y a quand même cette question de l'organisation qui est centrale, avec Rühle qui, évidemment, pose la question un peu radicalement en disant, en fait, on ne peut pas combattre la domination du capital si nous-mêmes, on développe une forme qui est la forme partie, qui est une forme de domination. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui va être discuté ensuite sous d'autres formes par Mathick, par des penseurs comme Karl Korsch. Karl Korsch, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un des grands penseurs de ce livre, notamment parce qu'il place au centre un élément qui me paraît extrêmement actuel, qui est celle de l'historicité du capitalisme et de l'historicité de la pensée marxiste. Pour lui, en fait, être marxiste, c'est avoir une vision historique sur la réalité. Ça veut dire, évidemment, comprendre ce qu'il se passe, comprendre c'est une vision matérialiste de l'histoire, c'est-à-dire c'est comprendre quels sont les rapports de force et les positions actuelles et en fait agir en fonction de cette vision-là. Et ça, c'est ce qui est au centre de la pensée de Korsch et qui est aussi qui imprègne aussi la pensée du dernier penseur, dont je vais quand même tous les citer, parce qu'il n'y a pas de raison, donc qui est celle de Lukács, qui est un penseur un peu plus connu que les autres, à l'exception de Rosa Luxembourg, mais qui est quand même, à travers son livre écrit pendant la période des conseils Histoire et conscience de classe, qui va effectivement poser la question de l'émancipation, de la domination du capital, autour de comment on peut effectivement faire naître une conscience de classe, non seulement en tant que classe ensemble, mais y compris au sein de l'individu. Et notamment en ayant à l'idée, et ça me paraît une idée importante pour Lukács et pour aujourd'hui, de se dire que en fait, il y a deux niveaux de lutte de classe pour Lukács. Il y a le premier niveau qui est évidemment le niveau, on disait à l'époque, du prolétariat contre la bourgeoisie, vous pourrez le traduire à votre façon comme vous voulez, mais qui est en fait le niveau de ceux qui vivent du rendement du capital majoritairement et de ceux qui n'en vivent pas, voilà, qui vivent majoritairement du rendement de leur travail, du produit de leur travail. Et puis il y a un deuxième niveau, et ça c'est quand même l'apport important de Lukács, qui est, en fait, il y a un niveau de lutte de classe qui est de la classe ouvrière, du prolétariat, contre lui-même, en fait. Parce que le prolétariat, il fait partie aussi du capitalisme. Il participe au développement du capitalisme. Il a intérêt, d'une certaine façon, à ce que le capitalisme aille bien pour avoir de bons salaires, pour avoir un niveau de vie qui augmente. Voilà. Mais en même temps, en participant à la prospérité du capitalisme, il participe aussi à sa propre forme d'asservissement, qui, si on le lit à travers Grossman, de toute façon, à la fin, amène à quelque chose qui est perdant. Et c'est la question qui se pose d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde nous a dit le capitalisme, c'est formidable et on n'a pas d'alternative et c'est comme ça. Et puis, en fait, on n'a tellement pas d'alternative que voilà où ça nous mène. Et donc, cette question de la fracture qui est au cœur non seulement du prolétariat, mais des prolétaires eux-mêmes, entre le fait qu'ils sont partis du système et qu'en même temps, c'est la seule force qui est capable de dépasser ce système, ça me semble quelque chose d'assez fort chez Lukács et d'aussi fécond aujourd'hui pour réfléchir
à la façon dont on peut combattre cette domination du capital et la centralité de la domination du capital. Et je termine là définitivement, et après je me tais à jamais, mais quand même, je voulais préciser cet élément-là, c'est que ce livre-là, moi je l'ai écrit donc, au fil de l'eau, hein, entre 2020 et 2025, mais il m'a été aussi très utile pour alimenter ma réflexion. Toutes ces lectures, tout ce que j'ai pu utiliser pour construire ce livre, ça a alimenté aussi la réflexion pour mes articles et pour ma compréhension en fait, hein, de la situation contemporaine. Et d'ailleurs, je pense qu'il est assez complémentaire d'un autre livre qui sort jeudi prochain et que donc j'ai écrit, qui s'appelle Le problème à trois corps du capitalisme, et donc qui sera sans doute disponible à Ombre Blanche, je n'en doute pas. Et voilà, et donc si vous voulez, on pourra en parler le moment venu. Mais ce sont deux livres qui sont assez complémentaires, avec une base théorique et puis une tentative d'explication de la situation actuelle. Voilà. Cette fois, j'ai fini. Eh bien, soit on pouvait passer à la discussion dans la salle. Je voulais illustrer peut-être avec un extrait qui est pratiquement un des plus vieux textes de ce livre et qui a évoqué à plusieurs reprises Romaric pour montrer comment la question, par exemple, de la nature, pour vous dire qu'à la fois, c'est des vieilleries, mais ça se lit bien quand même. Et donc, c'est Anton Pankow qui fait un article dont le titre est « La destruction de la nature », tout simplement, et qui répond un peu à tout ce que vous pouvez entendre des fois sur le climat, sur notre rapport à la nature, qui est toujours de croire qu'il y a une espèce de continuité. Oui, bon, c'est toujours à peu près ça. Il y a toujours eu des variations climatiques, où on a toujours exploité la nature est résiliente, Gaïa va s'en sortir, etc. Et Pankow, qui est un auteur fin, fait comme très souvent dans ce type d'analyse, une approche qualitative qui montre que quelque chose change fondamentalement. On a l'impression qu'on fait la même chose, mais quelque chose change fondamentalement. Et évidemment, il a une approche matérialiste. Je vous lis ces 12 lignes. Le capitalisme est une économie décérébrée qui ne peut réguler ses actes par la conscience de leurs effets. Mais son caractère dévastateur ne découle pas de ce seul fait. Au cours des siècles passés, les êtres humains ont exploité la nature de manière insensée, sans penser à l'avenir de l'humanité tout entière. Mais leur pouvoir était réduit. La nature était si vaste et si puissante qu'avec leurs faibles moyens techniques, ils ne pouvaient pas lui faire subir que d'exceptionnels dommages. Le capitalisme, en revanche, a remplacé le besoin local par le besoin mondial, créé des moyens techniques pour exploiter la nature. Il s'agit alors d'énormes masses de matière qui subissent des moyens de destruction colossaux et sont déplacées par de puissants moyens de transport. La société sous capitalisme peut être comparée à la force gigantesque d'un corps dépourvu de raison. Alors que le capitalisme développe une puissance sans limite, il dévaste simultanément l'environnement dont il vit de façon insensée. Et voilà, c'était pour vous montrer cette approche qualitative, on pourrait dire, de l'analyse de Pankow à grands traits. Et un des derniers extraits de ce livre fait un écho ou ferme cette parenthèse. C'est Matti qui réagit à comment effectivement les premiers penseurs en Allemagne de l'Est, etc., pensent le rapport à la nature ou la limité de se limiter, etc., ou même comment les premiers accords internationaux à Rome en 73, je crois, commencent à réfléchir sur la question de la régulation que devrait avoir le capitalisme vis-à-vis de la nature. Bon, c'est juste il y a 52 ans, hein, tranquillou. On n'a pas dépassé ces questions-là. Et Matti explique à chaud que ça ne marchera pas de faire ça. Parce que le moteur de l'économie capitaliste ne pourra pas intégrer cette question-là. Et en fait, c'est ce qu'on vit depuis cette époque, sans
du moins sans aucun doute possible. Voilà, donc des auteurs et des autrices et des militantes et des militants qui nous disent des choses sur le monde d'aujourd'hui pour en faire autre chose, pour essayer de penser au-delà de l'immédiateté ou de l'enfoncement dans la barbarie qu'on nous vend sous des dehors plus ou moins chatoyants. Voilà. Et comme il est de tradition, on essaye de garder le maximum de temps pour la discussion dans la salle. Donc, vous me faites signe et je vous amène ce micro qui marche bien. Merci. Est-ce que vous pourriez être d'accord pour dire que l'assassinat de Rosa Luxembourg, ça pourrait être un de ces grands accidents de l'histoire qui ferment certaines voies, qui en ouvrent d'autres, un peu comme la mort prématurée de l'empereur Julien l'Apostat. Si Rosa Luxembourg avait été capturée par la police régulière et pas par les corps francs, mais elle aurait fait 2 ans de prison, Liebknecht aussi, Jogisch aussi. Le Parti communiste allemand n'aurait pas été décapité. Il n'aurait pas été à la remorque du groupe stalinien. Et il aurait commencé à construire le socialisme dès 1923, là où il devait être construit, en Allemagne, puisque c'était l'Allemagne, le pays du socialisme. Qu'en pensez-vous ? Pas beaucoup plus parce que on veut pas, je veux pas être trop long et rajouter ce que je disais tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que symboliquement c'est à la fois symbolique de pouvoir se permettre d'assassiner quelqu'un comme Rosa Luxembourg. Il y a toute une préparation idéologique à ça. Il y a des affiches dans Berlin, du SPD, c'est-à-dire du parti où elle était militante encore 6 mois ou 1 an avant, qui est où est Liebknecht, où est Rosa Luxembourg, et c'est un pseudo-poète du SPD qui fait un poème qui est affiché dans les rues, qui détaille les morts de l'insurrection dite spartakiste, et qui dit, mais parmi ces morts, les ouvriers sont morts, et il n'y a pas Rosa Luxembourg, il n'y a pas Karl Liebknecht. Et pourtant, ils vont être tués quelques jours après. Alors, le dit poète va être quand même avoir un sursaut d'honnêteté. Il va présenter de plates excuses après coup. Mais pour vous dire l'ambiance où on était, c'est ça. Plus que les personnes, finalement, il faut comprendre comment les conditions historiques font qu'on arrive à faire des choses comme ça. Et que c'est rendu possible. Parce que c'est pas simplement qu'il y a 2-3 personnes comme ça qui partent, c'est pas juste un accident, c'est les corps francs qui qui les arrêtent plus tôt que la police régulière. Bon, déjà, c'est très poreux à ce moment-là, parce que les corps francs, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, ce sont les fractions démobilisées de l'armée allemande après l'effondrement de l'Allemagne, qui est en octobre-novembre, notamment tout le corps intermédiaire, des sous-officiers, les officiers, qui eux, soit se résolvent pas à la défaite, soit ont besoin de rester dans un cadre. Or, là, c'est là où on voit que ça ne surgit pas de nulle part, cet assassinat, c'est que la fraction des socialistes majoritaires du SPD, donc conduite par Philippe Scheinmann, Friedrich Ebert, qui va être le premier président de la République de Weimar en Allemagne quelques semaines plus tard, ont un accord avec le grand état-major allemand au moment de la fin de la guerre. En gros, le grand état-major allemand sait qu'il n'y a que les socialistes qui vont pouvoir tenir la population et éviter une révolution qu'eux voient comme une révolution de type bolchevique. Il faut penser en 1918, la bourgeoisie allemande et l'état-major allemand n'a qu'un clou dans la tête et tape dessus tout le temps, c'est il va y avoir une révolution bolchevique en Allemagne. Donc en fait, il passe un accord, mais vraiment, on a tous les détails des discussions entre Gröner, le général Gröner et Friedrich Ebert. C'est on vous donne les clés du camion
Vraiment, hein, les socialistes rentrent au gouvernement en octobre sans coup férir. C'est-à-dire ils sont directement convoqués pour participer au gouvernement en octobre. Et quand il y a la révolution comme telle, faite par les marins, les ouvriers, etc., ils forment un gouvernement provisoire et ils gardent l'accord avec le grand état-major allemand, qui est de dire répartition des pouvoirs, on vous laisse la mainmise politique, mais, et ça va avoir une influence considérable sur l'histoire de l'Allemagne, et pas que, vous allez voir pourquoi, ils leur disent, vous ne touchez pas aux structures de l'armée. Et en particulier, ils vont les laisser réorganiser l'armée de façon semi-clandestine au travers de ces fameux corps francs qui vont aussi aller poursuivre le combattre sur le front de l'Est, dans la Baltique, etc. Et donc ce sont effectivement ces corps francs qui vont parachever la répression de la révolution à Berlin, à Hambourg, à Munich. Mais en général, ils arrivent en second rideau. La première vague de la répression est faite par l'armée régulière, en fait. En tout cas, à Berlin, c'est le cas. Et donc, ces corps francs, le fait de ne pas toucher aux structures de l'armée, de reconstituer des corps francs comme ça, c'est en fait dans ce terreau-là que vont naître les groupes qui vont constituer le parti national-socialiste, le parti nazi. La matrice du nazisme, c'est la répression du mouvement ouvrier en Allemagne. C'est les corps francs, ce sont les corps francs, largement. Et donc en fait, peut-être que ça aurait changé quelque chose, mais encore une fois, ça a été possible de le faire. Et si ça avait vraiment dû être qu'un accident, il y aurait une réaction. Il y aurait une réaction au moment du jugement, au moment ça aurait jeté un discrédit total sur le gouvernement provisoire, etc. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas permis de renverser la vapeur sur les élections qui se tiennent en Allemagne en janvier, fin janvier, etc. Donc, oui, ça dit quelque chose de l'extraordinaire brutalisation des rapports politiques au sortir de la guerre, parce que, encore une fois, assassiner Rosa Luxembourg, c'était déjà incroyable, mais assassiner Karl Liebknecht, qui est le socialiste le plus célèbre d'Europe, le plus populaire d'Europe. Tout le monde, dans tous les pays, connaît Karl Liebknecht. C'est l'homme qui s'est opposé à la guerre, c'est celui qui a été... on a voté, le Reichstag a voté la perte de son immunité parlementaire pour qu'il puisse être arrêté. D'ailleurs, vous avez un député, les autres disent on peut l'arrêter. Il est arrêté, il est obligé de redevenir soldat. Il fait les manifestations anti-guerre en avril 1916 en tenue de soldat. Il est immédiatement arrêté et mis en forteresse, etc. Donc c'est le héros socialiste de la Première Guerre mondiale, entre guillemets, s'il faut faire simple et personnaliser à l'excès. Et encore une fois, c'est le fils du fondateur de la social-démocratie allemande. Il est avocat, il a défendu tout le monde, spécialiste de l'antimilitarisme, etc. Eh ben, il peut être assassiné et, entre guillemets, ça ne bouge pas tant de choses que ça en Allemagne. Donc ça dit quand même quelque chose de cette trajectoire, terrible. Et ça dit aussi quelque chose du manque de force et de perspective dans les luttes du prolétariat allemand à ce moment-là. Parce qu'il va rester isolé, ville par ville, il n'y aura pas de mouvement d'ensemble qui se reconstruira, et il va y avoir de mauvaises leçons. Malheureusement, le KPD va effectivement se purger, comme tu l'as signalé, tous les 6 mois ou tous les ans, ils vont virer la direction en cours pour de plus en plus avoir des directions aux ordres de l'internationale communiste à Moscou, jusqu'à l'effondrement total au cours de l'insurrection téléguidée d'octobre 23. Et le KPD ne s'en remettra jamais. Et le dernier effondrement du KPD, ça sera son incapacité à lutter au moment de la prise du pouvoir des nazis, où les ouvriers du rang, etc., vont effectivement il va y avoir vraiment d'authentiques réactions de résistance, mais la direction du KPD, etc., sera complètement évanouie, quoi. Si je peux juste me permettre, le dernier, un point de complément, c'est que pour nos auteurs, justement,
Donc en 1923, à l'automne 1923, il y a cette insurrection, mais il y a aussi des mouvements où les sociodémocrates dans certains États allemands décident de se tourner vers le KPD, qui n'est pas complètement soumis à Moscou encore à ce moment-là, pour essayer de faire des unions de gauche contre parce qu'on est là en plein cœur de la crise inflationniste, hein, et il y a un mouvement de réaction très fort de la droite allemande, et donc à certains endroits d'Allemagne, en Thuringe et en Saxe en tout cas, il y a des unions SPD-KPD qui se mettent en place, et en Thuringe notamment, il y a Karl Korsch, qui à l'époque est un militant KPD, et qui va être ministre de la Justice, parce qu'il a une formation de juriste très élevée, enfin, il est docteur en droit. Il va être ministre de la Justice donc du Land de Thuringe pendant 6 jours, puisque le président de la République de Weimar de l'époque, Friedrich Ebert, toujours le même, va faire un ordre exécutif où les Länder qui ont cette alliance de gauche vont perdre leur autonomie, vont être sous administration fédérale. On envoie l'armée fédérale, la Reichswehr, dans ces États-là, et les gouvernements dirigés par des gens du SPD sont renversés par le président SPD de la fédération. Donc vous voyez l'état quand même dans lequel en fait cet échec de l'automne 23 va marquer aussi très fortement Korsch, qui vient de terminer son grand œuvre, un de ses grands œuvres, celui qui va le faire connaître, qui s'appelle Marxisme et philosophie, qui sort en 1923 justement en même temps que Histoire et conscience de classe. Voilà. Merci Romaric. Merci la librairie encore. C'était Romaric Gaudin à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 7 février 2026, pour la publication de son livre « Penser l'émancipation autrement, 8 marxistes hétérodoxes ». Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.